un langage de vérité. Je tenais à faire cette observation. Je voudrais vous poser deux questions, avec la permission du président. Vous l'avez, monsieur le procureur général. Je souhaiterais revenir sur les bonus pétroliers. Vous avez déclaré avoir touché 450 millions de bonus pétroliers. Lorsque M. Noureddine Bongo-Valentin a été entendu, il a dit lui avoir touché entre 200 et 250 millions. Comment se fait-il que vous ayez pu toucher plus que M. Noureddine Bongo-Valentin, qui était le coordonnateur général des affaires présidentielles, et vous étiez, je pense, à l'époque, directeur de cabinet adjoint? Première question. Deuxième question, M. Yann Goulou Ghislain, quand il est passé tout à l'heure, a dit, ou je pense que c'était hier soir, qu'il n'avait jamais touché le bonus pétrolier. Est-ce que vous pouvez nous dire si lui également en a touché? Et enfin, c'est la troisième question. Lorsque vous avez été entendu par le juge d'instruction, en ce qui concerne vos biens, il y a eu d'abord des montres. Vous avez déclaré à la page 9 que vous avez une vingtaine de montres d'une valeur d'environ 1,4 milliard de francs CFA. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous confirmez cela? Et enfin, je vais terminer en ce qui concerne vos biens meubles. Vous avez déclaré que votre maison principale, vous avez déclaré quand vous avez été entendu par le juge d'instruction spécialisé, que votre maison principale avec l'équipement peut être évaluée à un peu plus d'1 milliard. Ma maison secondaire, votre maison secondaire à côté du stade avec l'équipement peut également être évaluée à environ 350 millions. Votre mini-cité de 10 duplex avec l'équipement, vous l'évaluez à plus d'1 milliard. Votre mini-cité de 8 duplex sans équipement, vous l'évaluez à 700 millions. Vos 4 duplex, vous les évaluez à 500 millions. Votre maison de la Pointe-Denis, vous l'évaluez à 400 millions. Votre maison de France-Vie, vous l'évaluez avec l'équipement à plus de 400 millions. Quand on essaie de calculer tout cela, j'ai toujours des problèmes avec les chiffres, on dépasse 4 milliards. On est autour de 5 milliards, ce sont vos biens meubles au niveau du Gabon. Est-ce que vous confirmez avoir fait ces déclarations lorsque vous avez été entendu par le juge d'instruction? Nous allons avancer de façon méthodique. La première question, vos bonus étaient-ils supérieurs à ceux de Bongo-Valentin? Merci, monsieur le Président. Je ne pense pas. Oui. Je ne pense pas, Monsieur le Président. Donc, si vous avez perçu 350 millions, il devait probablement avoir plus. Monsieur le Président, je pense qu'il avait beaucoup plus. Non, il a dit qu'il a perçu 450 millions, oui. Mais lui, quand il a été entendu par le juge, il a dit qu'il a perçu entre 200 et 250 millions. Donc vous vous dites qu'il a perçu un peu plus que vous. C'est ça? Répondez directement à la question. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il a perçu beaucoup plus que moi. Très bien. La seconde question. La seconde question, en ce qui concerne les primes, vous avez déclaré... Yann Goulou a-t-il perçu aussi des bonus? Ah oui. Percevait-il aussi des bonus pétroliers? Monsieur le Président, le tableau que moi j'ai vu, c'était le tableau des primes. Oui. Pour ce qui est des bonus, il n'y avait pas de tableau, c'était sur appréciation. Et hier... S'agissant de ceux de l'accusé Ngoulo Yann Ghislain, a-t-il perçu des bonus? Hier, il a parlé de primes. Moi, je considère que ce sont des bonus. Lui, il a dit qu'il n'a pas touché de bonus, il a touché des primes de gestion et des primes de signature. Vous vous dites qu'il n'y a pas de différence. Pour vous, tout ça, ce sont des bonus. Les a-t-il perçus? Monsieur le Président, pour moi, tout ça, c'est pareil. Ce sont des bonus. Il a perçu des bonus. Monsieur le Président, une question me vient à l'esprit, avec votre permission. En ce qui concerne les primes, vous dites qu'il y avait un tableau. Et vous dites qu'en ce qui concerne, s'agissant de M. Noureddine Bongo, le montant qu'il percevait par mois n'était pas indiqué. C'est ce que vous aviez dit.
mais vous aviez vu le montant le plus élevé. Est-ce que vous avez une idée approximative de ce que ce dernier pouvait ou bien de ce que ce dernier percevait par mois en ce qui concerne les primes? Répondez directement à la question. Merci, Monsieur le Président. De ce que m'avait fait comprendre M. Yann Koudia à l'époque, parce que lui aussi, il recevait les instructions, il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Je vous ai posé la question concernant M. Noureddine Bongo Valentin. Combien percevait-il par mois au titre des primes? Je n'ai jamais vu ces chiffres, mais Yann m'avait fait savoir qu'il percevait plus que tout le monde. Lorsqu'il a été entendu, il a dit qu'il percevait entre 100 et 400 millions par mois et que c'était variable. Vous le confirmez? Je n'ai jamais pu avoir accès aux chiffres de M. Noureddine Bongo Valentin, mais je savais que M. Yann était contraint d'exécuter les instructions et de donner ce qu'on lui demandait de donner. Une précision par rapport à cela. Nous sommes à peu près en quelle année quand il percevait ses bonus pétroliers? Pendant l'exercice de ses fonctions de coordinateur général et même après, Monsieur le Président. Même au-delà. Oui, Monsieur le Président. Merci. Vos montres, quelle valeur peut-on donner à vos montres? Vos montres sont estimées à combien? Le procureur général a parlé d'un montant d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA. C'est exact, Monsieur le Président. Et vos biens immobiliers, le montant avancé par Monsieur le procureur général? C'est exact, Monsieur le Président. C'est Monsieur le procureur général. Plus de questions pour moi. D'accord. Silence, s'il vous plaît. Donc, pour avancer et peut-être clôturer, vous perceviez les bonus pétroliers? Oui, Monsieur le Président. Oui. La création des sociétés. Vous serviez parfois de prête-nom? Des sociétés de Noureddine Bongo Valentin et de sa mère? Des fois, vous serviez de prête-nom? Monsieur le Président, si vous me permettez, j'aimerais vous expliquer rapidement. Je vais être très rapide. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, bien avant l'exercice de mes fonctions de directeur de cabinet adjoint du Président, il m'avait été demandé de créer avec Jordan Camisé 2 sociétés. Mais les 2 sociétés en question n'avaient jamais servi et mes parts dans les sociétés avaient été transférées à une collaboratrice de Madame Sylvie Aimé Valentin, épouse Bongo, à l'époque. Donc, les 2 sociétés pour lesquelles j'avais fait des créations avant d'être directeur du cabinet n'ont jamais eu à être utilisées pour quoi que ce soit et ont été transférées à d'autres personnes, Monsieur le Président. Ce sont les seuls. Ces sociétés avaient quand même une existence juridique? Oui, Monsieur le Président. Des opérations y étaient effectuées, mais il n'y avait aucune activité réellement accomplie ou réalisée dans ces sociétés. Il n'y a eu aucune opération qui a été effectuée quand je l'ai créée. Et après? Après, quand les transferts ont été faits, je ne savais plus. Il s'agissait de quelle société? Mpassa et Nguya, si j'ai bonne mémoire, Monsieur le Président. Mpassa et Nguya. Si j'ai bonne mémoire, Monsieur le Président. Après, ils ont utilisé, mais je ne sais pas pourquoi. Votre important patrimoine mobilier et immobilier, vous le justifiez par tous ces revenus? C'est bien ça, Monsieur le Président. Les bonus pétroliers et vos primes, vos différentes primes, c'est ce qui vous a permis d'acquérir tout ce patrimoine. C'est bien ça, Monsieur le Président.
La Cour estime avoir déjà fait le tour des infractions reprochées à Mohamed Ali Saliou. Avant de le renvoyer s'asseoir, est-ce que le parquet général, les avocats de l'État, les avocats de la défense ont quelques questions? Monsieur le bâtonnier, vous avez la parole. Répondez directement à la question. Non, Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président. Non. Avez-vous la nationalité nigérienne? Non, Monsieur le Président. J'ai aucun de mes parents qui est d'origine du Nigeria, donc non, Monsieur le Président. Béninoise? Non, Monsieur le Président. Votre frère non plus, hein? Mais il a des biens au Bénin, lui, il la reconnaît. Et des comptes en banque. Monsieur le Président, les 20 montres à 1,4 milliard, il les a achetées en combien d'années? Durant combien d'années avez-vous acquis, vous êtes approprié ces montres? Merci, Monsieur le Président. J'ai eu ces montres tout le long de ma fonction et je ne les ai pas toutes achetées. Il y en a d'autres qui m'ont été offertes, Monsieur le Président. Votre fonction de directeur de cabinet adjoint du Président de la République? Exactement, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui vous en a offert? Qui vous a offert pouvez-vous nous citer l'une des personnes vous ayant offert une de ces montres? Oui, Monsieur le Président. Oui. Fabrice. Qui? Fabrice Ondjoa. Oui. Sa montre était estimée à peu près à combien? En toute honnêteté, Monsieur le Président, si je vous donne un chiffre, ce sera un chiffre approximativement. Je ne sais plus, Monsieur le Président. Et vous en avez offert une, plusieurs? De mémoire, il m'en avait offert 2, je crois. 2 montres? Oui, je crois. Qui d'autre? Monsieur le Président, c'était quelle marque? La marque de montre? Pour le plaisir des oreilles, juste. Vous vous rappelez de la marque ou des marques de ces montres? Je crois Rolex, Monsieur le Président. Pardon? Je crois que c'était Rolex. Je crois, Monsieur le Président. Une Rolex? Je crois, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le bâtonnier. Monsieur le Président, j'avais fait le calcul avant Monsieur le procureur général. Moi, je ne suis pas fâché avec les chiffres. Et j'ai découvert que de tous les biens immobiliers, montres, et on arrivait à un total de 8 milliards 150 millions. Oui. En pratiquement 4 ans. Ça fait à peu près 2 milliards par an. Un peu plus. Je voudrais poser la question que je pose à tout le monde. Monsieur Mohamed Saliou a-t-il payé des impôts sur ces sommes? Répondez directement à la question, Mohamed Ali Saliou. Les primes et bonus et compagnie. Je ne suis pas à jour au niveau fiscal, Monsieur le Président. Merci bien, Monsieur le Président. Merci. C'est la Cour qui vous remercie, Maître. Maître Ndassi. Dans les sociétés, il y en a pas mal. Est-ce que M. Mohamed Ali Saliou peut-il confirmer qu'il était associé de la SCI Ngia? Pour rafraîchir un peu la mémoire à la Cour, c'est cette SCI qui était propriétaire de 1 100 000 m² dans la zone de Nkok. Parce que la question qui est posée, c'est de savoir il était associé, c'était le prête-nom de M. Noureddine ou pas. Parce que dans les papiers légaux, dans
donc fiche, circuit, statut, c'est son nom qui apparaît en tant qu'associé. Répondez directement à la question. Merci, Monsieur le Président. Juste pour être sûr, j'ai entendu une BIA. Je ne sais pas si c'est une GUIA dont j'avais parlé ou c'est une autre. Juste pour être sûr. La SCI Ngia. Oui, Ngia est un nom du Haut-Togo. Oui. Donc, celui qui ne prononce pas bien dit Ngia. Donc, c'est la même entité. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit tout à l'heure, CSCI, on l'avait bel et bien créé avec Jordan, mais ils ont fait les transferts de mes parts à une collaboratrice de l'ancienne Première Dame, avant même l'utilisation de CSCI. Donc, depuis 2017, je n'ai plus jamais entendu parler de CSCI jusqu'à ce qu'on soit interpellé et qu'on nous interroge là-dessus, Monsieur le Président. Maître, vous avez toujours la parole. Monsieur le Président, Monsieur Mohamed Ali, peut-il nous dire ou nous donner le nom de la collaboratrice en question, pour savoir qui portait ses parts? Qui a servi donc de prénom? Merci. Votre collaboratrice, comment s'appelle-t-elle? Merci, Monsieur le Président. Il m'avait été dit que c'était Madame Muriel Ndong. Madame Muriel Ndong. Muriel Ndong. Muriel Ndong. La collaboratrice de la Première Dame? Exactement, Monsieur le Président. Qui était également votre collaboratrice? Non, elle n'était pas ma collaboratrice. Muriel Ndong, je pense que nous avons reçu à titre de témoin devant la barre. Oui. Monsieur le Président, donc il est important de faire observer que lorsque Madame Muriel Ndong est arrivée à la barre, elle a omis de nous indiquer que c'est elle qui portait les parts de cette SCI Ngia. Parce que finalement, cette SCI Ngia appartient à la Première Dame ou à Monsieur Noureddine. Donc, on va faire une observation, donc une question à Monsieur Salou. À son humble avis, si les parts de cette SCI ont été mutées au profit de Madame Muriel Ndong, à qui appartenaient réellement ces parts? Juste ces observations, juste son avis. Répondez directement à la question. À mon avis, Monsieur le Président, je dirais qu'elle devrait appartenir à l'ancienne Première Dame. C'est elle qui a donc servi de prêtre, non? À mon avis, Monsieur le Président. Merci. Maître Agonzo. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander à l'accusé s'il connaît la société Oride Investissement Gabon. Répondez directement à la question. Non, Monsieur le Président, je ne connais pas Oride Investissement Gabon. Ah, et pourtant, vous avez déclaré devant le magistrat instructeur que cette société, je cite, « Oui, c'est une société commune à mon frère et moi. C'est une société qui a été créée pour une prise de participation. On devrait prendre des parts dans la société de voyage à hélice et GSP Sécurité, mais à ce jour, les parts ne m'ont pas été cédées. Ce sont des sociétés qui appartenaient à Nourdine et il devait faire une répartition en 4 entre sa femme, lui, mon frère et moi. Pourquoi vous dites que vous ne connaissez pas cette société? Répondez directement à la question. Merci, Monsieur le Président. Pour ce que j'ai dit, il ne s'agissait pas de la société Orité. Oride. Oréade. C'était laquelle? C'est la société Oréade. Pour tout le reste, c'est bel et bien exact, mais il s'agit de la société Oréade. C'est ça, c'est ça. Oui. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais j'ai entendu Oride. Donc... ouais, parce que moi, j'ai prononcé en anglais. Oui. C'est peut-être des noms de personnes que Maître Non, pas du n'a tout. pas su, donc c'est ce qui est pensais que mentionné. c'était Alors, en anglais. s'agissant de cette société, qu'en savez-vous? La société, on l'avait créée justement communément, mais elle n'a jamais eu de prise de participation. Elle n'a finalement jamais eu de prise de participation, comme je l'avais déclaré. Il faut que l'on termine, Maître. Posez toutes les vos questions en même temps pour que nous puissions avancer. Monsieur le Président, à côté de chaque homme puissant, il y a toujours quelqu'un dans l'ombre qui est son homme de main. Noureddine avait comme homme de main Monsieur Abdoul,
Monsieur Mohamed Aliou Saliou avait un homme de main qui s'appelait Monsieur Hadjibola Mokhtar, qui était le gérant d'une partie de ses intérêts. Peut-il nous confirmer à la barre qu'il connaît bien ce monsieur Hadjibola Mokhtar? Première question. Deuxième question, est-ce que monsieur Hadjibola Mokhtar était-il son prêtre? Non. Troisième question, où se trouve monsieur Hadjibola Mokhtar actuellement? Répondez directement aux questions posées par Maître Ntassi Mikala. Merci, Monsieur le Président. Oui, je connais ce monsieur. Ce monsieur est un ami avec qui, oui, on a eu à faire des affaires ensemble. Et je ne sais pas où il se trouve actuellement, Monsieur le Président. Ce n'était pas un prêtre, non? Non, c'était un ami. Monsieur le procureur général. Monsieur le Président, est-ce que monsieur Mohamed Ali Saliou peut nous donner son avis, un avis personnel? Parce que M. Noureddine Bongo a fait un tweet, j'ai posé la même question à M. Yann Goulou hier, demandant la liberté de certains. Il n'a, contre toute attente, il n'a pas cité votre nom. Il a refait hier un autre message, cette fois-ci avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Autrement dit, il n'est plus gabonais, il devient français. Et il ne vous cite pas, il ne demande pas, il ne se soucie pas de votre sort. Que pensez-vous de cela? Répondez directement à la question. Quel est votre avis? Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il doit être mécontent parce que lors des auditions, je me rappelle qu'il était frustré de savoir que je ne sais pas comment il a su, d'ailleurs. Il savait exactement ce qu'on avait déclaré lors de nos auditions. Et il était mécontent que j'ai eu à déclarer qu'il continuait d'exercer sa fonction de coordonnateur général des affaires présidentielles, même après cessation de fonction. Donc c'est peut-être à cause de ça, je ne saurais vous dire, Monsieur le Président. Maître, nous allons nous arrêter à ce niveau. La Cour est suffisamment édifiée en ce qui concerne l'accusé Mohamed Ali Saliou et les excuses de la Cour. Il faut que nous avancions. Veuillez regagner votre place, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. La Cour appelle à la barre l'accusé Mouradjami Syriac. Vous avez du succès. À titre de rappel, avec l'accusé Mouradjami Syriac, que nous avions examiné hier les faits à lui reprocher relativement à la complicité de corruption active. La Cour voudrait savoir ce qu'il en est des faits de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs. À ce titre, Mouradjami auditionné, aussi bien en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, avait déclaré qu'à son tour, que suite à l'incident causé par le nommé Lé Kouadjessi au siège du Conseil gabonais des élections, Ngoulo Yann Ghislain, élu, s'y était rendu avec une valise contenant des numéraires. Elle avait remise à Sieur Yabier François qu'à leur sortie de la Cité de la démocratie, ils étaient interpellés. Ils reconnaissaient qu'un budget avait été mis à sa disposition pour la campagne électorale de 2023
que sur ces biens, il est propriétaire d'une maison en Franceville, d'une maison en Ngondje, d'une maison en construction en Libreville, de 2 terrains à Malibé, d'un terrain au Vendo et un autre à Lambaréné, de 5 véhicules et qui n'a jamais été administrateur d'un compte public pour en détourner les fonds ou participer à un quelconque détournement. Ce sont vos déclarations. C'est bien mes déclarations, Monsieur le Président. C'est vrai que lors de votre audition par rapport à l'enquête de moralité, vous nous avez déclaré non seulement votre cursus scolaire, que la Cour a fort bien apprécié, mais surtout votre carrière professionnelle. Au moment de votre interpellation, vous étiez sénateur, vous étiez au bureau du président du Sénat, si je ne me trompe. Président du groupe parlementaire. Président du groupe parlementaire. En même temps, directeur de cabinet du président du distingué camarade, président du Parti démocratique gabonais. Et je pense que vous y occupez aussi une autre fonction au sein du PDG. C'est celle dont vous venez de faire allusion, oui. Directeur de cabinet politique du distingué camarade. Mais en termes de rémunération, vous aviez 2 rémunérations provenant du PDG. La rémunération de directeur de cabinet politique qui s'élevait à 5 500 000. Oui. Et je devais donc avoir également, comme tous les autres, une prime qui s'élevait à 20 millions de francs, mais qui malheureusement, sur la période de 8 années au total, oui. 8 années au total, c'est-à-dire de 2014 à 2023, oui. Je n'ai perçu, je pense, au total 130 millions ou 133 millions de chiffres. Là, nous parlons de vos rémunérations au sein du PDG. Exact. Exactement. Et au niveau du Sénat, en tant que sénateur, vous perceviez combien? Alors, de la solde, on avait une solde de 1 680 000 par là. 1 680 000. Et en tant que président du groupe parlementaire? Voilà, en tant que président du groupe parlementaire, enfin, comme tous les sénateurs, on a des primes de cabinet. Oui. Et la mienne, en tant que président du groupe parlementaire, s'élevait à 7 200 000 par mois. Ce sont tous ces revenus qui justifient votre patrimoine actuel. Il y avait également, en tant que président du groupe parlementaire, on dispose également des fonds politiques, comme les ministres et autres responsables qui sont alloués par le Trésor public. Elles sont trimestrielles, mais bon, on ne les percevait pas régulièrement. Pour ma part, elles sont élevées à 32 millions par trimestre, mais pour ma part, pour la durée où je suis resté de 2021 à 2023, je n'ai perçu que 3 fois seulement. 2 ou 3 fois. Parce que le ministre du budget nous disait toujours que bon, les contraintes budgétaires ne permettaient pas qu'on puisse payer. Donc, voilà. Oui. Êtes-vous intervenu dans les redressements fiscaux opérés par l'accusé Ndoumbia, Otan Doumbia? Non, Monsieur le Président. Absolument pas. Absolument pas. Je n'avais pas d'interaction ou de relation avec l'organisation administrative de l'État. En tout cas, pas dans la période de 2020 à 2023.
Uniquement avant, lorsque j'étais au protocole d'État et comme secrétaire général adjoint de la présidence et ensuite comme directeur général du CNU. Mais quand je suis sorti de là, je suis allé au Sénat et je suis resté au Sénat et au parti, uniquement. D'accord. Lors de la campagne présidentielle de 2023, les élections présidentielles de 2023, vous avez déclaré avoir reçu, comme bien d'autres, des fonds pour la dite campagne. Mais vous n'avez pas précisé le montant. Vous avez reçu combien pour l'organisation de cette campagne électorale? J'ai bien précisé que pour le compte de la campagne présidentielle, oui. J'ai reçu au niveau du secrétariat exécutif du parti, parce que j'étais dans cette commission qui a été dirigée par le secrétaire général lui-même. Oui. J'ai reçu 2 versements de 70 millions et 20 millions. Oui. Ça fait un total de 90 millions. Je l'ai déclaré dans les... Vous ne faisiez pas partie des grandes cellules qui étaient organisées au niveau de la Sablière? Si, j'étais adjoint, je secondais le secrétaire général dans la cellule stratégique. D'accord. Et donc les fonds avaient été remis au secrétaire général? Oui, uniquement. Et vous, à titre personnel, par rapport à vos fonctions au sein du parti, exact. Le secrétaire général du parti vous avait rétrocédé la somme de 70 millions? Et 70 millions et 20 millions. 70 et 20 millions, 90 exact. Millions au total. Exact. Les documents sont peut-être ici. Dans vos comptes bancaires, je pense qu'il y a certains montants qui ont été retrouvés. Nous pouvons, la Cour doit-elle conclure que ces montants provenaient de vos revenus? En parlant de mes comptes, j'en ai 3. Un compte à UBA, BGFI et UGB. Oui. UGB. UGB, oui. Voilà. Je suis débiteur dans le compte UBA. Effectivement, nous l'avons relevé d'un montant de 5 millions. Non, ça c'est le montant de BGD. BGD, j'ai 5 millions en crédit. UBA, je dois être autour de débiteur de moins 26 millions, 28 millions, quelque chose comme ça, parce que j'avais pris un crédit pour faire pour constituer un DAT à BGFI pour construire ma maison. Et c'est sur cette base que à BGFI également, je suis débiteur, pour terminer avec les comptes. Donc je suis débiteur à BGFI également parce que ce qu'ils m'ont expliqué à BGFI, c'est que je pouvais, si j'avais ouvert un DAT, le DAT pouvait couvrir des opérations de, comment on appelle ça, c'est-à-dire je pouvais faire des découvertes qui étaient sécurisées par le DAT. C'est ce que j'ai fait pour construire ma maison, dont la construction, les travaux ont démarré en 2021. 2021. En 2021. Quand j'arrive au Sénat, c'est ça qui a pu faciliter que je puisse avoir le crédit, parce que le Sénat a des conventions avec les banques de la place pour favoriser, pour permettre à ce que les sénateurs puissent accéder facilement au crédit. Voilà. Oui. Donc j'avais pris le crédit à UBA, 32 millions, et j'avais soldé un petit peu le peu que j'avais à UGB, et avec les autres revenus, tels que je le disais, les 7 millions et autres, j'ai rassemblé le montant de 60 millions pour déposer en DAT à BGFI pour pouvoir avoir accès à des facilités qui me permettaient d'engager les travaux de la maison. Et j'ai lancé la construction de la maison à partir de 2021. Et jusqu'en 2023, elle n'était pas achevée. Et j'avais également, pour des raisons de transparence,
de comptabilité et de gestion personnelle d'abord. J'ai fait en sorte que de l'achat du terrain et de tous les paiements pour la construction de la maison, pour avoir d'abord à titre personnel une traçabilité sur la maîtrise des coûts. Donc je ne payais, tous les paiements, je les faisais par chèque pour avoir une traçabilité. Donc si vous regardez sur les comptes, sur le compte BGFI notamment, puisque c'est là-bas que j'avais ces facilités-là, tous les règlements ne se faisaient que sur ce compte-là, par chèque. Donc il y a une traçabilité depuis le début jusqu'à la fin. C'était parce que, bon, moralement, je devais avoir une traçabilité pour refaire d'abord ma comptabilité, éviter les incompréhensions avec l'entrepreneur, parce que souvent vous pouvez faire des paiements et puis quelqu'un dit je n'ai pas été payé après. Pour éviter tout ça, donc pour les raisons de traçabilité, il fallait absolument cette comptabilité par chèque uniquement. Et je savais également qu'un jour je devrais donc justifier mes avoirs et pour ça il faut avoir une traçabilité. Tout à fait. La Cour est suffisamment édifiée quant au fait reproché à l'accusé Mouranjami Syriac. Hier, nous avions examiné les faits relatifs à la corruption, à la complicité de corruption active, blanchiment de capitaux, ainsi que l'association de malfaiteurs. La Cour est suffisamment édifiée sur ces faits. Si vous avez des questions ou des observations à faire. Maître Reteneau? Non. Monsieur le procureur général? Oui, Monsieur le Président, j'ai une question à poser à monsieur, deux questions. À monsieur Mouranjami. La première question, c'est que le 28 août, je pense qu'à 19h, vous étiez parti au QG, vous êtes allé à Battery 4, vous êtes allé chercher monsieur Noureddine. Est-ce vrai ou faux que vous étiez allé le chercher au QG à Battery 4 le 28 août 2023, à 19h? Répondez directement à la question. Oui ou non? Je pense oui, parce on devait se retrouver. Oui, vous devez aller quelque part. C'était où? Quel était le but de cette visite et qui était présent? Non, permettez-moi de bien expliquer. Oui. Je dis. Répondez. Le QG était à Battery 4 et après les élections, donc après la tenue du scrutin du samedi et le dimanche, à partir du dimanche, il y a, comment on appelle ça, les équipes se sont dispersées, c'est-à-dire il y a eu un relâchement de présence, et donc les réunions qui se tenaient régulièrement ne se tenaient plus. C'est pour cela que c'est plutôt le 29 août que j'ai reçu un appel de M. Yann Ngoulou qui me disait que Noureddine me conviait chez lui, c'est plutôt chez lui, à la résidence de la Palmeraie, pour pouvoir suivre la retransmission des résultats qui devaient être faits. Très bien. Mais avant ça, le même Goulou, en fait, m'avait appelé. Enfin, je vais dire que nous avons eu une réunion le dimanche au siège de la campagne où on voulait avoir des précisions ou encore les comptes rendus sur comment est-ce qu'on avait géré le déroulement de voilà. Et donc Monsieur le Président, dernière question. Il y a, lors de la perquisition, les agents ont retrouvé des PV dont certains étaient falsifiés, dont certains des PV des commissions électorales, de l'ensemble des commissions électorales, au domicile de M. Yann Goulou. Que savez-vous de ces faux PV ou des PV falsifiés des commissions électorales? Puisque vous faisiez partie de la cellule stratégie politique, c'est ça? Vous étiez l'adjoint du secrétaire général du PDG, c'est ce que vous aviez dit. Qu'est-ce qui s'est passé et qui était à la manœuvre en ce qui concerne les faux PV qui ont été retrouvés au domicile de M. Yann Goulou lors de la perquisition? C'était la dernière question, Monsieur le Président. À titre d'information au peuple gabonais, veuillez répondre à la question. Bien, ce dont je sais des PV, c'est que le 20, donc on est le lundi, je ne sais plus lundi c'était quelle date, je crois que c'est le 27, parce que l'élection a eu lieu le samedi 26. Dimanche, on avait tenu la réunion tendue dont je faisais état, où on voulait avoir parce que M. Ngoulou était le responsable de la cellule politique et qui avait la responsabilité de la gestion du scrutin.
Et donc tout le monde, toutes les cellules notamment, voulaient avoir un retour d'information déjà avant l'annonce des résultats par le CGE. On devait déjà avoir un retour, du moins sur les tendances. Et donc la réunion ne pouvait pas se tenir sans que M. Ngoulou, qui détenait ces informations, soit là. Et il est arrivé un peu plus tard, vers 18h, et il avait dit qu'il ne pouvait pas donner les informations qui étaient à sa possession en présence de tous les autres membres de toutes les commissions, qui ne pouvaient rendre compte qu'à Noureddine uniquement. Ça a fait l'objet des échauffements dans la salle, jusqu'à ce que la réunion s'est terminée en, on va dire, en queue de poisson. Et donc, je vous passe les détails. Alors, le lundi, donc le lendemain matin, enfin, le lendemain, je reçois un appel de Ngoulou vers je crois, les 14h, 15h, qui me dit de le retrouver à l'une de ses résidences dans la zone vers l'hôpital militaire à Missa. Et comme moi j'habitais à l'époque à Missa, également du côté voilà, non pas Cherko, à Missa, du côté de Missa, oui. La fondation. De la fondation, c'est pas loin du CHU. C'est à peine 600 mètres. Et donc, je suis arrivé même avant lui, j'étais dans le parking. Enfin, il m'a indiqué parce que c'était la première fois que j'arrivais. On est le lundi 27, je pense. Lundi 28. 28 ou 27, je ne sais plus trop bien. Alors donc, il arrive au même moment. Donc, il est au téléphone dans sa voiture. Donc, du coup, il me dit de monter dans son véhicule. Donc, je monte et il est au téléphone, il coordonne des actions et tout ça. Alors, après, quand il décroche le téléphone, il me rassure par rapport à ce qui s'est passé hier à la réunion où tout le monde était tendu, où il a refusé de communiquer les informations pour dire que non, en fait, il gère les choses, c'est-à-dire que tout se passe normalement et que là, il est en train de recevoir le retour des informations, donc le retour des commissaires. C'est lui qui les recevait? Oui, des commissaires, des commissions provinciales. Les membres des commissions. Voilà, les membres des commissions, oui. Voilà, qui revenaient et lui donnaient des informations sur justement les résultats qu'il y avait eu dans leur province et tout ça. Et je lui ai fait la remarque, j'ai dit justement que, étant entendu que tout le monde est déjà sous tension, tout le monde est sous pression, on attend les résultats, est-ce qu'il n'était pas nécessaire ou important plutôt que ces gens-là aillent directement au CGE pour faire le point des... Reprenez un peu cette partie, comment cela se passait. Donc les commissaires arrivaient et... Voilà, il m'a expliqué, oui, pour me rassurer que, en fait, l'organisation qu'il a mis en place ça fonctionnait normalement, qu'il n'y a pas de problème. En fait, tout se passait normalement. C'était quoi? C'est-à-dire pour lui, il m'a dit que les responsables, parce que le CGE... Les présidents de commission? Non, pas les présidents de commission. Ce qu'il m'a dit, c'est que les vice-présidents des commissions venaient lui rendre compte par rapport aux résultats qu'ils avaient dans leur province. Et puis, avant d'aller... Et je lui ai dit, mais pourquoi? Parce que là, on est sous tension. Ils auraient pu te communiquer ça par téléphone. Parce que puisqu'il était le correspondant, le référent du parti au niveau du CGE, enfin au niveau de notre dispositif de la vice-présidente majorité. Donc, il pouvait avoir ces informations par téléphone au lieu de demander à nos représentants de venir lui rendre d'abord compte. Et à ce moment-là, il m'a dit que ces gens-là lui faisaient donc les points. Maintenant, je ne suis pas rentré dans la maison, je n'ai pas vu les PV de visu. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, est-ce qu'il y a eu une modification ou pas, mais je confirme, puisque comment on appelle ça, les membres de commission là, étaient là, à l'intérieur de la maison. Mais je n'ai pas vu qu'est-ce qu'il faisait. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il lui rendait compte il faisait le point des résultats avant d'aller au CGE. Et je lui ai fait la remarque justement qu'il y avait... Cette méthode n'était pas idoine. Oui, enfin, disons que si tel est que, au niveau des bureaux de vote,
au niveau des commissions provinciales, départementales ou provinciales, on a des représentants qui sont tenus de rendre compte à leur camp des résultats qu'ils ont obtenus. Ben, est-ce qu'il était nécessaire forcément de les recevoir, parce que ça prenait un temps, puisqu'on était sous pression, tout le monde attendait les résultats et que ça pouvait... Ben, il m'a dit non. C'est ce qui a justifié que l'on trouve des procès-verbaux des commissions chez vous? Pas chez moi, Monsieur le Président. Je dis, c'est chez M. Goulou. C'est pas chez moi. C'est lui qui m'appelle pour me retrouver, m'indiquer de le retrouver chez lui là. Donc les dits procès-verbaux, vous les avez vus chez lui? Je dis que nous sommes restés à son parking. C'est lui qui me dit qu'à l'intérieur, il a déjà comment on appelle ça, les représentants du CGE, voilà, des commissions provinciales qui sont en train d'arriver. Voilà. Et ce jour-là, on n'a pas pu passer plus de 20 minutes parce qu'il était trop pris. Justement, il devait coordonner ces actions-là. Et donc, moi, je suis parti simplement. Je dis, il me l'a dit, mais je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu parce que je n'étais pas à l'intérieur. Exactement. Voilà, mais il me l'a dit, il me l'a confirmé. C'est lui-même qui m'a appelé. C'est pas que je ne savais pas ce qui se passait. Puisque lui, dans sa commission, enfin, par rapport aux missions, déjà qu'à la réunion, tout le monde n'avait pas d'informations. Oui. Il estimait, je suppose à justice d'ailleurs, puisque stratégiquement, d'après lui, il ne pouvait pas rendre compte à tout le monde. Il fallait absolument qu'il ne rende compte à Nuredi. Par rapport à ces... D'accord, la Cour note que vous n'avez pas vu les PV. Non, je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu les PV. Voilà, c'est lui qui m'a dit qu'il... Mais il était en train de recevoir les membres des commissions qui revenaient de l'intérieur. Exactement. Et vous lui avez fait le reproche de le faire. Exactement. Parce que normalement, ces commissaires devaient se rendre directement au CGE. Et lui les recevait chez lui avant qu'il ne parte, avant qu'il ne se rende au Centre national... au Centre gabonais des élections. Tout à fait. Questions, préoccupations, observations, Maître Gomez? Merci, Monsieur le Président. C'est juste une observation. Vous remarquerez que M. Mouranjami, de toutes les personnes jusqu'à présent qui sont passées à votre barre, est le seul qui a un compte déficitaire et le seul qui a dû avoir recours à un crédit pour construire une maison qui n'est même pas encore finie. C'est juste cette petite précision, je vous remercie. Monsieur le Président, modestement. Mais quand on regarde le total de ces comptes, rassurez-vous, ils ne sont absolument pas déficitaires. Il a 6 comptes au total, mais il y a un qui est déficitaire. C'est 2 comptes, monsieur, qui sont déficitaires. Okay. Il a plusieurs comptes, mais effectivement, il y a un que nous avons constaté. 2 qui sont déficitaires. 2. Soit. Mais... Monsieur le Président, avec différentes personnes qui sont passées ici. Quoi, les clients de Maître Meillet? Monsieur le Président, je suis pour le plus maintenant. Et n'oubliez pas que pour atterrir mon client. Merci, Maître. Alors... s'il n'y a plus de questions, d'observations à faire, Monsieur le bâtonnier. Il percevait des sommes d'argent au titre du parti, les fonctions qu'il occupait dans le parti. 5 millions de francs par mois, qui étaient payés par le trésorier du parti. Et 4 mois, je pense, avant son incarcération, 18 millions que M. Yann Koubdje lui virait. S'est-il jamais posé la question de savoir d'où venaient ces 18 millions ? Monsieur Mouranjami, le bâtonnier, un des avocats de l'État, veut savoir, êtes-vous préoccupé de la provenance des fonds qui vous étaient alloués en ce qui concerne, je pense, au niveau des paiements de vos primes?
Je ne sais pas trop quelle dénomination exacte donner, des primes, des bonus. Vous perceviez 5 millions du PDG. Ces fonds étaient payés par qui? Les 5 millions nous étaient payés par le trésorier du parti. Mais je vous ai dit... Oui. Connaissez-vous le compte dans lequel ces fonds étaient décaissés? Avez-vous une idée? Non, non, aucune idée. Aucune idée. Pour les 5 millions, aucune idée. Est-ce que vous êtes préoccupé de la provenance de ces fonds? Vous êtes un ancien du PDG. Hein? Je ne me suis pas préoccupé parce que le Parti démocratique gabonais est quand même une ancienne formation politique. Oui. Dans laquelle, je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi, je paye mes cotisations. En tant que parlementaire, nous avons un système avec la comptabilité du Sénat où nous prélevons directement les cotisations des sénateurs. Connaissez-vous la provenance de ces fonds? Pardon? Connaissez-vous ou connaissiez-vous la provenance de ces fonds? Les fonds du parti? Oui, voilà. Donc, je suis en train de vous dire que pour moi, le Parti démocratique gabonais, une ancienne formation... Il y avait des cotisations des membres, des élus. Et je prenais l'exemple par rapport à moi-même que, en tant que sénateur, par exemple, nous avons un système de prélèvement systématique avec la comptabilité du Sénat. Voilà, où les sénateurs payent régulièrement leurs cotisations qui sont directement reversées à la trésorerie du parti. Il en a de même pour les députés, pour les membres du gouvernement généralement. Un sénateur payait combien? Ça dépendait du grade, c'est-à-dire si vous étiez membre du groupe parlementaire, vous avez, je pense, payé dans les 60 000, je pense, 60 000 ou 90 000. Et quand vous étiez au bureau comme moi, par exemple, je payais 1,5 million à cause du fait que j'avais une fonction. 1,5 million? Oui, oui. Par mois? Non, non, à chaque fois qu'on nous payait nos frais de session. On prélevait ça sur les frais de session. C'est pourquoi c'est 1,5 million, parce qu'on cumulait, puisque les mois, on nous payait à chaque fois qu'il y a une session, on récupérait sur toute la durée, et en ce qui me concerne, on prélevait 1,5 million. Monsieur le bâtonnier? Les 18 millions. Les 18 millions. Oui, c'est ce que je disais en dehors des 5 millions, les 5 millions, il m'a été dit donc M. Yann Koubdje m'avait dit que je devais avoir une prime. M. Yann Koubdje. Oui. Voilà. Il gérait même les fonds du trésor du PDG? Oui. Il était conseiller du distingué camarade président. Il était conseiller du distingué camarade président, chargé des questions de finances en relation avec le trésorier du parti. Et cela, je pense qu'il y a suffisamment de personnes dans la salle qui peuvent confirmer cela. Et moi, personnellement, à titre personnel, lorsque j'avais été nommé à nouveau au cabinet, quand j'arrivais, je m'étais opposé à cette double fonction de M. Yann Koubdje, qui était directeur général des services du Trésor. Je m'étais opposé à cette proposition devant le président du parti et Noureddine, qui n'avait pas accepté qu'il y ait un réaménagement parce qu'il tenait à ce que les choses demeurent ainsi. Par conséquent, vous perceviez 18 millions de francs CFA, c'était par mois? Oui, mais c'était par mois. Je vous ai dit c'était 20 millions par mois, mais malgré l'instruction qui avait été donnée, sur la durée de 3 ans où je suis resté, de mars 2020 à août 2023, ça fait à peu près 3 ans et 5 mois, quelque chose comme ça. Je ne l'ai perçu. C'est pourquoi je disais que vous avez vos déclarations? Voilà, non, dans le relevé de BGFI, parce que il payait ça dans mon compte BGFI, je n'ai perçu cela que 3 ou 4 fois seulement. Parce qu'il disait... Payé par la comptabilité publique et le trésor. Exactement. Et pourquoi c'est 18 millions souvent? Parce qu'il disait que sur cette prime-là, je devais reverser au parti, d'après ses calculs, la somme de 2 millions. À qui? Au parti. Puisqu'il était... Voilà. Donc, il est... Donc le trésor veut vire 18 millions
et vous devez virer 2 millions au parti. Non, Yann Koubdje, oui. Par rapport à tout ce que nous avons entendu ici, comment il faisait, je ne sais pas, donc devait me mettre au titre de directeur de cabinet, n'est-ce pas, la somme de 20 millions de francs par mois au titre de prime de cabinet, de la fonction de directeur de cabinet. Sauf que sur ces 20 millions, d'après lui, d'après les indications qu'il avait reçues, il devait prélever, retirer 2 millions. C'est pour ça que c'est 18 millions qu'il me reverse à la fin. Et sur la période de 2020 à 2023, d'après ce qu'il m'expliquait, il y avait des problèmes de trésorerie au niveau du parti, donc je n'ai perçu malheureusement que les 4, 5 fois ou 6 fois le... Non, moins de ça, Monsieur le Président. Et si j'avais les informations que j'ai entendues avec la liste qu'il y avait, j'aurais pu avoir plus. Vous abstenir. C'est honnête. Silence, s'il vous plaît, silence. Silence. Monsieur le bâtonnier, oui. Monsieur le Président, je suppose... S'il vous plaît. Je suppose que M. Mvourandiami trouvait tout à fait normal que des fonds de l'État puissent le rémunérer au titre de ses activités au sein d'un parti politique. Est-ce que ces fonds, les 20 millions, puisque c'est 20 millions en réalité, les 20 millions et les 5 millions, 25 millions, étaient payés avec un bulletin de paye ou non? Répondez directement à la question. Non, il n'y avait pas de bulletin de paye, c'était le virement directement, c'est ce que M. Yann Koubdje faisait. Mais à au premier aspect de la question de M. le bâtonnier, qui disait si je ne m'inquiétais pas du fait que l'argent du Trésor soit utilisé pour me rémunérer, je ne pense pas que ce soit, enfin, je ne pensais pas que ce soit l'argent du Trésor, dans la mesure où d'ailleurs, lorsqu'il me demande, enfin, lorsqu'il me dit qu'il va mettre à ma disposition cet argent, il demande que systématiquement, je reverse une cotisation, il prélève une cotisation que je dois payer au parti de 2 millions. Alors, est-ce que je dois, en tant que membre du parti, aller donner de l'argent au Trésor? Ça ne pouvait pas pour moi provenir du Trésor. C'est ce que j'ai expliqué. Il y a l'argent qui provenait du Trésor. Et du Trésor, il fallait reverser 2 millions au parti. Ou bien? Non, parce que les 2 millions de cotisation... Oui. À titre de cotisation? Il les prélevait directement. Oui. Il les prélevait directement. Oui. Voilà. Donc moi, je ne sais pas... C'est pas comme si je prenais les 2 millions pour aller verser au parti. Il les prélevait directement pour verser au parti. Voilà, ça c'est ce qu'il a dit. Voilà. Je vais en finir quand j'aurai eu la réponse à la question de savoir si sur les 25 millions qu'il percevait mensuellement sans bulletin de paye, est-ce qu'il a fait une déclaration au fisc normalement comme tout bon citoyen, est-ce qu'il a payé des impôts? Aviez-vous effectué des déclarations fiscales sur ces revenus? Non, je n'ai pas fait de déclaration fiscale, mais parce que déjà, je ne suis pas un expert de la finance forcément, mais c'était des indemnités que nous percevions. Et techniquement, le trésorier qui nous mettait à disposition ce montant, devait soit nous expliquer ou faire des prélèvements directement. Ça aurait été plus facile. D'accord. Bonjour. Maître Meillet. Oui, monsieur le Président. Monsieur le Président, pouvez-vous poser la question à monsieur Cyriaque Mvourandiami s'il était entendu par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement? À ce titre? Oui. Vous avez été entendu? Exact. Je n'ai pas vu ils m'ont pas adressé un rapport à la fin. Enfin, il y a comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est le rapport de l'audition que j'ai signé à la fin, mais je n'ai pas eu un retour, enfin un document après. C'était une déclaration de biens ou... Oui, on a refait ces mêmes déclarations. Pardon? Oui,
Vous avez effectué une déclaration de biens? Oui, on a refait pratiquement les mêmes... Ce n'était pas une enquête sur vos biens qui avait été lancée par la Commission nationale de lutte contre l'enregistrement illicite? Si. Il y a eu une enquête sur vos biens? Oui, ils ont demandé tout le pétrole. Les mêmes informations qui sont contenues là sont chez eux également. Deux choses l'une. Vous aviez effectué une déclaration de biens ou la Commission a lancé une enquête sur vos biens? Bon, je pense qu'ils ont fait les deux à la fois. De quelle opération parlez-vous, maître? Je demande à ce M. est-ce qu'il était auditionné, parce que la déclaration de bien en est une autre, la volontaire. Oui. Est-ce qu'il était auditionné par la Commission nationale de lutte contre l'enregistrement illicite? Oui ou non? Avez-vous été auditionné? Affirmatif, Monsieur le Président. Avez-vous le rapport de la Commission? Ils m'ont fait signer le PV à la suite de... Mais je n'ai pas un rapport écrit parce que j'étais détenu à l'époque. Il y a eu une extraction de la prison centrale en bonne et due forme. Et on est allé avec les agents qui nous ont accompagnés. D'ailleurs, je n'étais pas seul ce jour-là. Il y avait une autre co-détenue avec moi. Donc on est passé, on a été entendus les deux le même jour. Par la Commission. Voilà. Merci. Question, observation. Donc vous êtes clean? Puisque pas de poursuite. J'espère tout simplement, monsieur. Ah, jusqu'au moment où l'audience se tient. Bon, nous allons renvoyer M. Mvoranjami. Je pense que la Cour est suffisamment édifiée sur les faits qui lui sont reprochés. Regagnez votre place, M. Mvoranjami. Merci, Monsieur le Président. Silence, s'il vous plaît. La Cour va suspendre la présente audience. Nous allons la reprendre demain à 10 h. S'il vous plaît, dans la salle, personne ne sort. Vous ne pouvez pas vous retirer avant la Cour. Monsieur le bâtonnier. Maître Reteno, Maître Moutinga, Maître Agonjo, Maître Zassi est sorti. Maître Eranga, Maître Adbarin,
Monsieur le Président, vous pouvez terminer aujourd'hui. Vous pouvez terminer l'instruction, on va très vite, en 1 heure, on termine à 19h. C'est pas grave, on dit après concertation. Silence, s'il vous plaît. Okay. Alors, l'audience est suspendue pour être reprise demain à 10h. La Cour